Major, le podcast de l'Express consacré à la défense. Cette machine, que nous appelons un drone, n'est pas vivante. Pourtant, lorsqu'elle s'est lancée de sa catapulte dans le vide, elle nous faisait toujours l'effet d'une créature animée que l'on jetterait dans le ciel pour éclairer la terre. Vrombissant dans la vallée, cet oiseau mécanique est devenu le compagnon de plusieurs milliers d'hommes qu'il survolait pour les protéger. Avant qu'il ne s'élève au-dessus des abîmes, les équipages aimaient caresser ses ailes d'acier qui le porteraient et ses lentilles robotiques qui découvriraient nos ennemis. Ce regard froid et métallique est aussi devenu celui d'une divinité de la guerre quand, à travers les caméras, nous avons vu périr des hommes. Mais nous n'avons pas douté, ce n'est pas le drone qui a provoqué la mort, c'est nous. Ce que je viens de vous lire est extrait du livre du colonel Pierre-Yves Le Viavant, pilote de drone, paru aux éditions Les Belles Lettres dans la collection Mémoires de guerre. C'est un témoignage très instructif sur l'emploi des drones lors d'un déploiement en Afghanistan en 2010. Et c'est tout simplement le premier récit d'une unité de drones de l'armée française. Avec lui, nous allons parler des drones dans l'armée française, mais également de l'explosion de leur utilisation, comme on peut le voir en Ukraine. Colonel Le Viavant, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Je vais vous présenter. Vous avez 44 ans, vous êtes un praticien du drone militaire et l'un des meilleurs experts français de leur emploi. Vous commandez un régiment où vous aviez servi auparavant, le 61e régiment d'artillerie. Il est basé à Chaumont, en Haute-Marne, en région Grand Est. Pour l'anecdote, vos soldats du 61e s'appellent les Diables Noirs, un surnom qui date de la Première Guerre mondiale. C'est une référence à la couleur de leur uniforme et aussi à la poudre des canons sur leur visage. Mais le 61e a laissé ses canons à d'autres. Depuis 25 ans, il est le régiment référent pour l'emploi de tous les drones aériens de l'armée de terre, des plus petits aux plus gros, à l'exception de ceux de l'armée de l'air et de l'espace, qui opèrent actuellement des drones américains, les Reaper. C'est sur la base aérienne de Chaumont-Semoutier, celle du 61e, que se trouve également l'école des drones de l'armée de terre, inaugurée à l'été 2023. Et sur cette base, l'activité y est croissante, car la France, longtemps hésitante sur l'emploi de drones de tout type, veut rattraper son retard au plus vite. Pour reprendre les mots du passage que je citais, en quoi les drones sont plus que des machines pour leurs opérateurs ? Alors, si vous le permettez, j'aimerais juste revenir sur la définition de drone pour que ce soit clair dans tous nos esprits. Donc, ce qu'on appelle des drones dans l'armée de terre, c'est par défaut des drones aériens. Donc, des drones, ce sont des appareils qui ont une mission et qui sont télépilotés, donc pilotés à distance. Donc derrière un drone, il y a toujours un équipage ou un opérateur humain. Donc on appelle pour les drones aériens les drones. On évoque aussi les drones fluviaux ou navals ou sous-marins pour certains types de drones. Et quand ce sont des drones terrestres, on parlera plus volontiers de robots. Ces drones, à l'origine, ils sont aussi vieux que l'avion, quasiment. Donc c'est très ancien, les drones. Les premiers drones sont français et datent de 1917. Et en l'occurrence, c'était plutôt des appareils faits pour l'observation, la photographie ou l'observation. Ça n'est que depuis quelques années, quelques décennies, qu'on voit apparaître des nouveaux usages, des nouvelles missions pour ces drones, donc l'attaque en premier lieu, et puis d'autres fonctions, relais transmission, largage de charge, ravitaillement, transport, etc. Un point particulier sur les drones, c'est qu'il existe autant de drones que l'imagination peut le permettre. En fait, sous le vocable drone, on recouvre des appareils qui font quelques grammes et qui portent à quelques dizaines ou centaines de mètres, jusqu'à des appareils qui dépassent les plusieurs tonnes et qui font le poids d'un avion. Vous avez cité le drone de l'armée de l'air, le Reaper, donc c'est un drone de classe 5 tonnes, et au régiment, nous opérons aussi des drones de type Black Hornet qui font 33 grammes. Donc la catégorisation des drones, elle est gigantesque. On les catégorise par poids, par usage, par type de motorisation, et c'est vraiment très varié. La citation que vous avez faite relative à mon livre « Pilote de drone », elle parle des drones spareware, qui étaient des petits avions. Donc c'était il n'y a pas longtemps, mais ça paraît presque comme le Moyen-Âge des drones. Des drones donc, qui faisaient 300 kg et qui étaient des petits avions. Donc nous étions effectivement très attachés à nos drones, un peu comme le cavalier pour sa monture ou le fantassin pour son fusil ou tout autre travailleur qui a son outil de travail et qui s'y attache. Donc pour nous, ces machines, elles avaient un côté effectivement vivant
Elles avaient leur propre caractère et oui, je dois reconnaître qu'on s'y est attaché un peu comme des personnes. Justement, pour revenir dessus, c'est un point très intéressant du livre. Dans les années 2000 et 2010, comment l'armée française utilisait-elle les drones, notamment le Spareware, développé par l'entreprise Sagem, aujourd'hui Safran? Alors c'est amusant parce qu'on était à l'aboutissement et au début, en fait on était dans une époque de transition dans le monde des drones. À cette époque, la France était, et encore un peu avant, la France était plutôt en avance. La France, et notamment l'armée de terre, est une des premières utilisatrices de drones dans l'histoire. Donc je l'ai dit, les premiers drones c'est 1917, dans l'armée de terre c'est 1964. Donc aujourd'hui, l'armée de terre a 60 ans de drones, enfin 61 ans maintenant, dans son historique. Et les premiers drones étaient conçus avec une vision assez novatrice. C'était des drones qu'on envoyait au-dessus des forces du pacte de Varsovie pour identifier les bataillons mécanisés ennemis et ensuite pouvoir les détruire par l'artillerie. Donc c'était de la reconnaissance à l'époque photographique. Et soit c'était détruit au début par l'artillerie, puis ensuite par l'artillerie nucléaire. Donc c'était un concept de la guerre froide qui semble suranné aujourd'hui et qui existait depuis une soixantaine d'années. Dans les années 90-2000, les drones ont évolué avec des drones qui sont devenus des appareils de renseignement avec la vidéo temps réel. Ces drones étaient opérés avec d'autres unités de renseignement, parce que les drones à l'époque étaient rares et chers. Et donc, pour que le drone travaille mieux, il fallait l'aider à savoir sur quoi il allait travailler. Donc c'était le concept du multicapteur. On déployait plusieurs types de capteurs, de la guerre électronique, de la reconnaissance au sol et tout type de capteurs. Et ces capteurs déployés permettaient d'orienter le travail du drone. Parce que quand on est dans un drone, quand on voit à travers un drone, on voit, c'est ce qu'on appelle l'effet paille. Le drone, il a une petite caméra avec un champ finalement assez étroit. Et donc, quand on surveille un grand champ de bataille, on ne sait pas toujours très bien où chercher. Donc, quand vous avez des radars ou des systèmes de guerre électronique qui permettent de dire dans telle région, il y aurait telle menace, après, on envoie le drone et puis on vérifie cette information. On l'affirme, on la confirme. C'est comme ça que dans les années 90-2000, les drones de l'armée de terre travaillaient et notamment le Spareware était particulièrement adapté à cet emploi avec sa caméra à temps réel. Et donc, on allait travailler avec les autres capteurs pour identifier les menaces. Justement, en Afghanistan, qu'est-ce que les drones comme le Spareware changent dans l'observation de ce qui se passait au sol? Alors, c'est un point assez nouveau et pour répondre directement, je dirais, c'est le temps de surveillance. Parce qu'effectivement, depuis que les avions et les aéronefs existent, sans remonter aux montgolfières du XVIIIe siècle, on peut surveiller depuis les airs. Et donc l'ennemi d'ailleurs a appris à s'en garder en se camouflant, en se cachant, en se dissimulant, en trompant. Et puis depuis plus d'un siècle, il y a des avions ou des aéronefs qui permettent de surveiller depuis les airs. Ce qu'ont apporté les drones, c'est d'abord une surveillance avec un temps beaucoup plus long. Les aéronefs habités ont en général un temps de surveillance et un temps de vol un peu limité. Les drones peuvent dépasser, aujourd'hui ça dépasse 20-30 heures, et des drones comme le Spareware en Afghanistan nous offraient 5 heures de surveillance. Voilà, donc c'est vraiment l'apport. L'apport de base des drones, sur lequel qu'il ne faut jamais oublier, c'est d'abord la protection de l'équipage. C'est d'abord le premier point. Alors c'était moins ressenti dans des conflits où l'ennemi ne dispose pas d'armement anti-aérien, mais la première qualité d'un drone, c'est qu'il n'y a pas d'équipage à bord. Et donc si le drone est abattu, en soi, ça n'est que de la matière et c'est pas si grave que ça. Comme vous le racontez dans le livre, c'est aussi une arme psychologique. De quelle manière? Alors oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup énervé ou courroucé en Afghanistan. C'est que lorsque le drone était en vol, les combats cessaient. Donc plusieurs fois, nous étions envoyés en alerte parce que des camarades de l'infanterie étaient au contact avec les talibans. Le drone arrivait et les combats cessaient. Les talibans étaient persuadés que nous les voyions dans tous les cas. Alors, malheureusement, ce n'était pas souvent le cas, d'où l'importance d'avoir d'autres capteurs qui nous orientaient sur eux, que ce soit d'ailleurs les fantassins en disant on se fait tirer dessus depuis tel bâtiment ou d'autres capteurs qui indiquent la position. Mais dès qu'on était au-dessus des talibans, ils cessaient le combat, ils dissimulaient leurs armes sous leurs vêtements ou ils les cachaient dans des endroits. Et le drone était en vol, et pendant des fois de longues heures, il ne se passait plus rien. Dès que le drone quittait la position des combats, après quelques minutes, les combats reprenaient. D'où d'ailleurs le fait que le commandement essayait de mettre en place ce qu'on appelle une matrice, de manière à ce qu'il y ait des aéronefs en continu.
Donc par exemple 5 heures de drone, puis 2 heures d'hélicoptère, puis 1 heure d'avion de chasse, etc. Qu'à chaque fois les talibans sachent qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Et donc ce concept, tout ça, ça a été conceptualisé, on appelle ça l'épée de Damoclès. L'ennemi sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui peut le voir et qui peut le frapper, et qui d'ailleurs des fois le frappe. Inversement, c'est l'autre aspect, il y a le concept de l'ange gardien pour l'ami. L'ami, c'est psychologiquement très important de se sentir épaulé par des drones et de se sentir protégé. Je dirais d'ailleurs, aujourd'hui évidemment les temps changent, mais lorsque nous étions en Afghanistan, si je devais le quantifier, 90% de notre effet était psychologique. À mon grand dam, parce que nous préférions repérer les talibans et pouvoir agir contre eux, mais la plupart du temps, en fait, ils cessaient les attaques. Nous avons même eu des informations sur des groupes qui préparaient des attaques en se regroupant autour d'un mortier ou d'un canon anti-char. L'apparition du drone dans le ciel, sans qu'on ait trouvé ce groupe, faisait se disperser les individus, ils cachaient leurs canons et puis ils rentraient chez eux. Il y a un écran entre les pilotes de drones et le terrain. Est-ce que cela les immunise contre les effets négatifs du combat, voire les troubles de stress post-traumatiques ? Je ferai une réponse mitigée en disant oui et non. Oui, il y a bien un écran entre l'opérateur de drone et puis le combat au sol, et c'est bien, je dirais, le drone qui prend tous les risques. C'est lui qui est en vol au-dessus du champ de bataille et qui agit directement. Alors, je nuance ce propos au sens où, selon les drones, les opérateurs sont plus ou moins proches du champ de bataille. L'exemple de notre déploiement en Afghanistan, nous étions sur les emprises en Afghanistan et nous n'étions pas à l'abri des tirs indirects, ou des fois sur le terrain. Aujourd'hui, dans les combats modernes, on cite le conflit en Ukraine, les opérateurs sont à quelques kilomètres de la ligne de front et ils sont d'ailleurs des cibles privilégiées par l'adversaire pour être neutralisés. Et non, d'un autre côté, parce que les opérateurs de drones sont moins engagés au contact que leurs camarades de l'infanterie ou de la cavalerie, etc. Sur l'aspect trouble lié à l'image, oui, aujourd'hui c'est bien documenté. Il y a bien des troubles, ce qu'on appelle parfois des syndromes de post-traumatiques, chez les opérateurs, parce que ce qu'on voit à travers l'écran, on sait que ça n'est pas un jeu vidéo et que c'est bien la réalité. Et je dirais, avec la qualité des caméras actuelles, on voit très très bien ce qui se passe au sol et très très bien les effets des armes sur les adversaires. Donc oui, aujourd'hui, il y a des syndromes de stress post-traumatique dans un moins grand nombre que pour les unités de contact, mais c'est bien une réalité. Le drone Tactics Spareware a été retiré du service en 2020, mais il a un successeur, le Patroller. En quoi représente-t-il un progrès ? Et puis, on sait que le programme a pris du retard, c'est connu. Quand sera-t-il opérationnel ? Alors, en effet, le drone Patroller, qui est appelé à succéder au drone Spareware, est le dernier d'une longue lignée de drones d'observation faits pour la surveillance et le renseignement. Le Patroller est conçu comme une plateforme multicapteur, c'est-à-dire que la plupart des drones, jusque-là, disposent de caméras, en gros, ça fait de l'imagerie en temps réel, et le Patroller, lui, est conçu comme une plateforme. Aux caméras doivent se rajouter des radars, des systèmes de guerre électronique, et d'en faire une plateforme qui dispose en elle-même de plusieurs capteurs. Donc d'avoir à la fois le champ large et le champ étroit. Donc c'est un programme qui a pris beaucoup de retard, parce qu'il y a beaucoup de difficultés de conception et de fabrication. Mais j'ajoute qu'il y a deux explications sur le retard et les difficultés de ce programme. Deux raisons qui me viennent en tête. D'abord, effectivement, la France était très en avance dans les drones, et puis a cessé tous les travaux de recherche et d'avancée dans les années 2000. Cessé, ou plutôt qu'elle n'a pas continué sur son avance et que d'autres ont accéléré. Du coup, il y a une forme de déclassement. Et donc, quand le programme Patroller a été relancé il y a 10 ans maintenant, il a fallu quasiment tout reprendre à zéro sur beaucoup d'études. Ensuite, le Patroller, c'est une gamme très haut du spectre, et donc c'est un avion. Donc le programme est extrêmement ambitieux, et ça explique les difficultés du programme. Mais le 61e, ce n'est pas que le Patroller. Tout à fait. Le 61e régiment d'artillerie est le référent des drones de l'armée de terre. Alors, il n'a pas tous les drones de l'armée de terre, parce qu'aujourd'hui, il y en a des quantités et des quantités, mais il a toutes les familles de drones, en gros du plus gros au plus petit. Et donc, c'est le référent qui doit connaître l'emploi de tous ces drones. Son domaine sur le terrain, sur le champ de bataille, c'est plutôt ce qu'on appelle la profondeur. Il est plutôt appelé à opérer des grands drones qui vont le plus loin dans les lignes ennemies et qui sont les plus complexes d'emploi. Parce que c'est effectivement, plus ces drones sont gros et s'apparentent à des avions,
plus ils sont difficiles à manipuler et plus ça nécessite de la spécialisation. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on fait la distinction entre les drones non spécialisés, les drones du combattant, qui sont utilisés par des gens dont ça n'est pas le premier métier, et puis les drones spécialisés, donc les drones à plus longue portée. Donc le régiment dispose de toutes les familles de drones. On opère en dehors du patroleur qui mène ses essais. Nous opérons ce qu'on appelle des mini-drones, des petits drones tactiques si vous préférez, les systèmes de mini-drones de renseignement de Thales, les DT-46 de DLR. Nous travaillons sur les nouveaux systèmes de drones tactiques légers. Et puis tous les micro-drones qui sont l'essentiel des drones sur le champ de bataille, les Parrot, les Novadem et tous ces petits drones. Nous disposons également de tout petits drones civils qui sont de la gamme civile qui nous servent à des fins d'instruction. Avant de prendre le commandement du 61e, vous étiez à Ballard, au siège parisien des armées. Vous étiez même en première ligne de la dronisation de l'armée de terre. Aujourd'hui, toutes les unités de contact de l'armée de terre s'équipent, et massivement de drones. Mais il n'y a pas d'arme distincte pour les drones, comme il y en a une, par exemple, pour les hélicoptères. L'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT, c'est son nom. Pensez-vous que les drones peuvent bouleverser l'organisation de l'armée de terre, comme à leur époque les hélicoptères ? Je dirais assurément, mais c'est parce que c'est mon orientation de droniste qui me fait répondre cela. L'Ukraine, c'est une nation en guerre, donc il faut faire la part des choses entre une nation en guerre et nous qui avons la chance encore d'être en temps de paix, a créé l'an dernier un commandement des drones, une sorte de 6e armée, après l'armée de terre, la marine, etc. Une 6e armée, une armée des drones. L'idée, c'est de rassembler dans un même commandement tout ce qui est relatif à la conception, la fabrication, la distribution, la formation, pour maximiser les effets de ces drones sur le champ de bataille. Donc c'est une décision en temps de guerre et qui n'est pas forcément appelée à se reproduire ailleurs. D'ailleurs, je constate qu'aucun autre pays n'a fait le même choix. Pour ce qui est de l'armée de terre, les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions opérationnelles, prennent évidemment en compte les drones. Les fonctions opérationnelles, c'est la fonction contact, ceux qui sont contact, la fonction renseignement, la fonction combat dans la profondeur, etc. Ce qui s'apparente plus ou moins à infanterie, cavalerie, artillerie, etc. Toutes ces fonctions ont pris en compte les drones. Et on voit apparaître dans l'organisation des sections, donc une section c'est 30 soldats regroupés, des compagnies, donc une centaine de soldats, des bataillons, etc., se créer des petits échelons drones, soit des individus dans des tout petits groupes, soit de véritables compagnies dédiées aux drones, ou en l'occurrence, le régiment, par exemple, lui, aujourd'hui, doit s'engager en bataillon drone. Auparavant, il était pourvoyeur de moyens. Aujourd'hui, il doit être apte à s'engager en bataillon drone. Et donc, je prends un exemple d'un groupe de combat d'infanterie. Jusqu'à peu, dans un groupe de combat d'infanterie, vous retrouviez de manière un peu caricaturale un soldat qui porte la mitrailleuse, un soldat qui porte un missile anti-char, et puis des combattants standards. Aujourd'hui, on y rajoute un opérateur de drone. Donc en fait, cette organisation des drones vient irriguer toute l'armée terre pour que ce soit bien pris en compte. Et donc, dans les temps qui viennent, avec les développements très importants des drones, il y aura évidemment des modifications organisationnelles. Et une armée des drones, a priori, c'est s'avancer un peu trop aujourd'hui ou dans le futur, c'est quelque chose d'envisageable ? Pour le moment, ça reste très prospectif. Aujourd'hui, la question qui serait posée, c'est quel est l'intérêt immédiat de faire ça ? Pour l'Ukraine, qui a pris cette décision, l'intérêt il était très clair. C'est harmoniser cette production des drones, faciliter les questions de formation, et puis maximiser les effets parce qu'ils sont engagés pour leur survie sur le champ de bataille. Certaines armées se demandent si elles ne vont pas renoncer à des programmes de chars ou d'hélicoptères. Il y a plusieurs exemples. L'armée américaine, elle a arrêté le développement du remplaçant de l'Apache. Il était question aussi pour l'armée japonaise de remplacer ses hélicoptères d'attaque par des drones. Justement, jusqu'où ça peut aller, cette révolution dans l'approche de la frappe par des machines, hélicoptères ou autres, sur le front ? C'est une question qui m'amuse beaucoup parce que je suis moi-même utilisateur de drones depuis 20 ans et je me garderais bien de prendre une telle décision. Parce que les drones, évidemment, ils bouleversent le champ de bataille, ils sont une nouvelle corde à l'arc des capacités, mais ne remplacent pas les autres capacités. Les drones ont leurs propres limitations qui sont connues. Ils sont très sensibles à la météo. Donc quand il pleut ou qu'il neige, vous n'avez plus de drones en vol, ou rarement. Pareil quand il y a des vents forts. Ils ont toujours des difficultés de fiabilité, ils sont très sensibles à leurs adversaires, à la guerre électronique, le brouillage.
Et donc, aujourd'hui, même si les drones progressent à une vitesse incroyable, ils ne sont pas encore assez matures pour remplacer d'autres systèmes d'armes. On préférera aujourd'hui, en 2025, viser des drones qui viennent compléter le parc. Donc, par exemple, plutôt que remplacer les hélicoptères, qui serait une décision un peu forte et peut-être un peu précoce, c'est rajouter des drones. C'est le fameux concept de l'ailier. Vous savez, on parle de ailier loyal. Donc, vous avez un hélicoptère, vous lui adjoignez un ailier, et puis c'est cet ailier qui peut être en avant de l'hélicoptère pour repérer des cibles, voire éventuellement se faire détruire par la défense solaire ennemie, et ça permet de préserver un équipage. Mais vous pouvez imaginer des camions de logistique, pour parler de robots terrestres. Donc vous avez un camion conduit par un humain et puis d'autres camions automatisés qui suivent ce camion. Vous pouvez évidemment, les Russes le font très bien, en complément des missiles classiques, rajouter des munitions télopérées qui viennent saturer les défenses adverses avant la frappe des missiles. Et donc, pour le moment, remplacer les matériels que nous avons, c'est un peu précoce. Si on pose la question de savoir à quel moment les drones remplaceront les autres machines, je dirais qu'il faudrait qu'ils soient plus performants dans 3 domaines. D'abord, le premier domaine, et c'est toujours la clé pour les drones, c'est qu'ils préservent la vie humaine. Donc, si on est sûr qu'entre un drone et une machine, on a la même efficacité, ça coûte moins cher, et qu'on préserve la vie humaine, ce que je considère comme 3 qualités indispensables, alors oui, le drone remplacera l'hélicoptère ou le char. Pour le moment, on en est encore assez loin, et c'est plus un complément, indispensable certes, mais un complément. Actuellement, il y a des drones qui font des ravages sur le front ukrainien, mais l'armée française n'en est pas équipée, pas plus que la plupart des autres armées occidentales d'ailleurs. Ce sont les drones FPV. Alors je précise pour les auditeurs, ce sont des petits drones très rapides qui peuvent aller jusqu'à 80-100 km/h avec un casque, ou plutôt des lunettes immersives qui donnent la sensation aux pilotes d'être à bord du drone. Ils ont une charge explosive qui se déclenche en s'écrasant sur leur cible la plupart du temps. Selon les Russes, c'est 2/3 des pertes matérielles et humaines sur le front. Quelle analyse vous faites de leur utilisation ? Alors, ce qu'on appelle les drones FPV s'apparentent à ce qu'on définit, nous, des munitions télopérées. D'abord, FPV, juste pour le préciser, ça n'est pas un drone, c'est un mode de pilotage. C'est-à-dire que n'importe quel drone peut être opéré type FPV, First Person View. En fait, au lieu de piloter mon drone sur une carte numérique et je le déplace, je rentre dans le drone, je mets un casque de réalité virtuelle et je rentre dans le drone comme si j'étais à l'intérieur et que je le pilotais. La plupart des drones FPV aujourd'hui servent de munitions télopérées au sens où on met une charge explosive dessus, une roquette, quelque chose qui va exploser, voilà. Et puis ce drone vient se sacrifier sur une cible ennemie. En ce sens, c'est bien une munition opérée à distance. Donc les avantages de ce mode immersif, c'est que ça permet de voler plus vite. Alors vous avez cité les 80 km/h, c'est la vitesse de croisière en déplacement pour économiser les batteries, mais au moment de l'attaque, le drone passe à sa vitesse maximale et c'est 150 à 200 km/h. Aujourd'hui, on a des drones d'ailleurs qui commencent à aller beaucoup plus vite, mais il y a toujours une question de maintien de la batterie. Avantage de ces drones, c'est qu'ils sont par nature peu coûteux, parce que ce qui compte dessus, c'est pas la caméra, c'est une charge militaire, un drone rapide. Et puis, ce sont souvent des tout petits drones, donc ils sont quasiment faits que pour l'attaque. Et donc, ces drones FPV sont apparus sur le champ de bataille, en gros, en 2023. Personne n'avait imaginé ça. On avait bien imaginé qu'il y aurait de plus en plus de drones, effectivement, jusqu'à des centaines de milliers de drones. Ça, c'était prévisible. Mais cette nouvelle façon de piloter les drones et d'attaquer, ça, c'était très novateur. Et donc, pour l'armée ukrainienne, ils sont devenus essentiels au sens où ils se sont substitués aux obus, parce qu'il y a eu un gros déficit d'obus, et puis ça continue, d'obus et de missiles. Et donc, l'armée ukrainienne avait des stocks de grenades, notamment des RPG-7 de l'ère soviétique. Et tout ce type de grenades montées sur des drones, ça a des effets dévastateurs. Donc, pour un prix modique, vous palliez l'absence d'obus plus classiques. Aujourd'hui, la plupart des drones FPV, des drones d'attaque, ont quand même une portée très limitée. Donc c'est vraiment pour le combat de contact. Un point particulier, c'est que ces drones souffrent d'une attrition très forte. Finalement, il y en a très peu qui arrivent sur la cible. Mais ils sont si nombreux que ça a quand même des effets dévastateurs. Et aujourd'hui, ils sont indispensables, notamment pour les Ukrainiens. Il y a quelques aspects qui sont à mes yeux importants concernant le développement de ces drones. D'abord, c'est plutôt le fait ils ont été développés par un monde un peu civil. Le tissu associatif civil, des ingénieurs, des bidouilleurs, des gens qui étaient sur le front et qui ont partagé leurs expériences. Une ambiance un peu start-up, voilà.
et donc qui a été encouragé par le commandement. C'est loin des définitions par des états-majors, par l'industrie d'armement classique. Donc c'est quelque chose d'un peu novateur. Au début, sans que ce soit péjoratif, un peu par des bricoleurs et des bidouilleurs, et puis évidemment après ça se professionnalise, mais c'est quelque chose d'un peu nouveau. Ensuite, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont très performants et qu'ils sont beaucoup moins coûteux, finalement, à une échelle de 10 à 1, que des obus ou des missiles classiques, et tout aussi, évidemment, performants. Et puis, il y a peut-être un aspect qui est le plus nouveau, c'est qu'en fait, le pilote de drone est un pilote qui met un casque virtuel et qui travaille dans un monde parallèle. C'est assez amusant à penser, mais en fait, quand le soldat, donc dans son abri, dans son véhicule, met son casque immersif, il sort du monde réel pour entrer dans un autre monde virtuel, celui de son drone, alors qu'il y a bien un monde réel plus loin sur le champ de bataille. Mais imaginons la scène suivante. Le pilote de drone est dans sa mission, sa position est prise d'assaut, des ennemis arrivent, et le braque avec une arme. En fait, il ne s'en rendrait même pas compte, parce qu'il est dans un autre monde, un monde virtuel. Donc en fait, sans entrer dans les considérations de métaverse sur le champ de bataille, on se retrouve sur le terrain avec des gens qui ne sont pas aux prises directes avec ce qui se passe autour d'eux. C'est quelque chose d'assez nouveau dans la façon de faire la guerre et de l'appréhender. L'armée de terre, aujourd'hui, elle a plutôt l'habitude de choyer son matériel de drone, même les plus petits, comme le Black Hornet, qui tient entre 2 doigts, mais qui est assez cher. Est-ce qu'elle va devoir se mettre à une culture du consommable ? C'est toujours un mot qui me fait frémir, consommable, parce que ça évoque toujours quelque chose qui est jetable, qui ne coûterait pas cher et dont on pourrait se débarrasser sans se poser de questions et qu'on utiliserait un peu n'importe comment. On préférera, nous, le terme de parc non soutenu ou sans maintenance pour signifier qu'en fait, on ne fait pas d'efforts pour maintenir ces équipements. Je compare un peu avec des obus. Les obus, c'est du consommable au sens où un obus, on n'a pas spécialement besoin de faire des efforts pour l'entretenir, on le produit, puis après on le stocke, et puis on le tire. Mais un obus, en fait, c'est très très cher. Les gens n'imaginent pas que ça coûte plusieurs milliers d'euros. Un missile, c'est plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Donc effectivement, c'est consommable au sens où c'est tiré, puis après ça disparaît. Donc pour les petits drones, c'est la même notion, mais on parlera plus volontiers de flux. C'est-à-dire qu'il faut des flux de drones comme il faut des flux d'obus. Ça ne signifie pas que ça ne soit pas un matériel important et pour lequel on fera attention. Surtout les plus gros drones coûtent fort cher. Donc oui, l'armée française, les armées en général doivent faire leur révolution, mais c'est aussi une révolution industrielle de passer de la logique de moyens rares à des moyens qui sont disponibles en flux. Sur ces questions-là, d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir des stocks gigantesques de drones. La technologie est telle que si vous faites un stock de 5 millions de drones, peut-être que dans quelques années, ils seront tous obsolètes. Et donc la masse doit être associée à la technologie et à la notion de flux. Ce sont toutes les questions derrière d'économie de guerre et de capacité de production. Le théâtre ukrainien montre également un développement tous azimuts des contre-mesures, des fusils à pompe, des véhicules antiaériens, comme les vieux guépards allemands, des blindés avec leurs canons de 35 mm qui sont très prisés des Ukrainiens. Mais surtout du brouillage. Comment y faire face ? Alors c'est la classique question du glaive et du bouclier. Aujourd'hui, donc, on a tendance à dire que le glaive, les drones, donc ceux qui observent et qui attaquent, sont plus puissants que le bouclier. Il faut peut-être le nuancer parce qu'effectivement, les drones, il y en a une profusion sur le champ de bataille, sont très performants. Mais les grands drones, et puis tout ce qui est munitions d'attaque à longue portée, on parle des Shahed 136 utilisés sur le front ukrainien, aujourd'hui, ces drones-là, ils sont très sensibles, notamment à la défense antiaérienne classique. Et donc, ils n'ont pas réussi à percer aussi simplement qu'on le dit, les défenses ennemies. On parlait beaucoup des drones turcs TB2 Bayraktar au début du conflit ukrainien. Dès que les Russes ont ressorti leur défense antiaérienne, ces drones, en fait, ont disparu du champ de bataille, pour ainsi dire. Donc, ce qu'on regroupe dans la lutte anti-drone, la fameuse LAT, ce sont deux familles de lutte contre les drones. La famille des moyens cinétiques, donc il s'agit de détruire en gros le drone ennemi, le brûler, l'abattre, le capturer, l'aveugler. Et puis la famille des moyens électromagnétiques, brouiller ses liaisons, alors ça peut conduire à le faire chuter, mais en gros le rendre inopérant. Aujourd'hui, cette famille brouillage est, pour tout ce qui est petit drone, la plus performante, alors que pour abattre des grands drones ou des drones type missiles, munitions téléopérées, la famille des moyens cinétiques est la plus efficace. Donc c'est amusant de voir qu'on a ressorti des hangars et puis des vieux greniers d'anciens matériels, comme effectivement le Guépard ou les canons antiaériens qu'on avait remisés depuis longtemps. Et on les a ressortis parce qu'ils sont très performants contre les drones.
Alors la question, c'est bien sûr, toutes les armées aujourd'hui ont érigé cette LAD, cette lutte anti-drone, comme la priorité des priorités. Puisque le drone est la menace numéro 1, la lutte anti-drone est évidemment la bonne réponse. Donc on voit apparaître de nouvelles armes, des lasers, des canons guidés, des munitions explosives, et tout un tas de nouveaux systèmes, des brouilleurs portables, donc tout un tas de moyens pour abattre les drones. Sachant, encore une fois, c'est une question de rapport coût-efficacité. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup de moyens LAD, mais vous n'aurez pas des moyens de lutte anti-drone partout et pour tout le monde. Donc c'est toujours la même question. Si la Russie et l'Ukraine disposaient de brouilleurs et de moyens LAD, il n'y aurait plus aucun drone en vol. Or, ça n'est pas le cas. Les 2 derniers jours de janvier, le 61e régiment a été l'hôte sur sa base de Chaumont du 2e forum Innovation Drone, avec des tables rondes d'experts, mais aussi des démonstrations de drones par plus d'une quinzaine d'industriels. Qu'attendez-vous d'un tel événement ? Alors, effectivement, sur Chaumont, il y a le 61e régiment d'artillerie qui met en œuvre les drones, donc c'est la partie opérationnelle, et puis l'école des drones qui assure la formation pour tous les opérateurs et instructeurs de l'armée de terre. Ce forum des drones, il n'est pas nouveau, parce que ça fait depuis des années qu'il y a des forums de drones, alors, soit à Chaumont, soit sur d'autres emprises, qui en général, ces forums regroupaient les utilisateurs pour partager les bonnes pratiques et l'expérience. Là, c'est la 2e édition sous un angle nouveau où on rapproche les utilisateurs des concepteurs. Donc, toute la partie utilisateur, on y adjoint la partie innovation, puis la partie capacitaire, agence innovation défense, direction générale de l'armement, évidemment, donc industriel, innovateur et utilisateur. On mélange tout ça et on partage les bonnes idées. Et ce qu'on attend, donc, c'est rapprocher l'innovation de la conception. C'est toujours dans la même idée d'aller de plus en plus vite sur la définition des nouveaux drones en fonction des nouveaux besoins. Merci, colonel Le Yavant. Merci de m'avoir reçu. Pour suivre l'actualité de l'utilisation des drones par les armées, et plus largement les questions de défense, je vous invite vraiment à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 11 mars.